votre réveil tout à l'heure, vous n'aurez aucun souvenir de de tout ce que vous avez dit, de tout ce qui s'est passé, etc. Votre sommeil s'allège. Je compte 2, vos esprits vous reviennent. Ils vous reviennent de plus en plus et sortir de cet état en pleine forme, calme, détendu, reposé, relaxé, complètement relaxé. Parce que je dis 3 gentiment. Et là, les yeux s'ouvrent tout seuls, gentiment, doucement. Tout doucement, tout doucement. Et vous sortez de cet état en pleine forme, calme, détendu, reposé et relaxé. Je suis là. Détendu, détendu. Toujours. Ça va? C'est bon? Vous pouvez bouger. Après, vous me dites ce quoi vous vous souvenez. De quoi vous vous souvenez? Comme ça, pas tout en détail si vous vous souvenez de tout, mais qu'est-ce que vous avez? De l'horloge. D'une horloge. C'est déjà pas mal. Nous allons passer à une autre vie intérieure d'une autre personne, parce que Coralie, de même que l'autre personne que nous avons baptisée Catherine, nous a raconté, hors caméra, plusieurs de leurs vies. Nous avons fait un choix. Et là, nous allons assister à un autre genre de vie, qui était très différent. Et Daniel, avant que nous voyions cette expérience, le sujet a parfois des réticences. Effectivement, les sujets gardent toujours un petit peu de conscience de ce qu'ils sont actuellement. Et sous hypnose, ils ont la possibilité de filtrer quand même un petit peu ce qu'ils nous racontent. Ce qui fait que lorsque je dis à Catherine quel est votre prénom ou quel est votre nom et qu'elle refuse de nous le dire, c'est parce qu'elle est en train de vivre quelque chose de tellement important et qui la bouleverse tellement, sans déflorer le sujet, elle est en train de tirer sur des gens, c'est un homme. Elle est soldat, il est en train de tirer sur des gens, et ça, à côté de dire son nom, c'est nul. Donc le nom, j'ai pas envie de vous le donner, monsieur, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Alors maintenant, sur cet écran, va apparaître la pendule, votre pendule. Votre pendule ovale, avec les aiguilles noires et les chiffres romains. Il y a toujours quelque chose qui se met devant. C'est quoi? Des images. Quelles images? Des fusils. Des fusils? Oui. Non, je suis là. C'est bien. Comme ça, détendu. Vous êtes dans un film. Simplement un film. Et à partir de maintenant, quoi qu'il se passe dans ce film, vous êtes à l'extérieur. Et vous êtes là en spectatrice. Aucune émotion d'aucune sorte, détendue. De quelle année? « 1770. Où vous êtes d'abord? Je dois tirer sur des gens. Vous devez tirer sur les gens? Oui. Vous êtes militaire? Oui. Vous êtes un homme ou une femme? Homme. Hein? Homme. Vous êtes un homme? Ok. Vous appelez comment? Ça n'a pas d'importance, on me fait tirer sur des gens et je ne veux pas tirer. Je vous tirez sur qui? Sur les gens qui sont en face, c'est quoi? C'est des Je crois que civils? c'est des Indiens. Vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez quoi? Anglais. Anglais? Ça se passe dans Canada. quel pays? Canada? D'accord. Et vous ne pouvez pas me dire votre prénom, votre nom? Newman. Ça s'écrit comment ça? N-E-W. N-E-W. M-A-N. M-A-N. Newman. Oui, ça c'est votre nom, votre prénom, c'est pas... John. John. John Newman. Oui, et vous avez un grade, vous êtes simple soldat, vous êtes caporal. Fantassin. Fantassin. Mais pas de grade donc. Vous n'êtes pas ni capitaine, ni caporal, ni j'en sais rien. Non. Non, d'accord. Vous faites la guerre contre les Indiens, pourquoi, vous le savez? Je dois défendre le territoire. Oui. Je suis devant le commandant. Ah oui, et qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas content. Il n'est pas content parce que... Parce que je ne voulais pas tirer. Je dois obéir, mais je ne veux pas.
Oui. Et on va vous punir ou quoi? Je dois être fusillée. Ah d'accord. Et donc si vous êtes de nationalité anglaise, vous allez pouvoir me dire qui est le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre, comment elle s'appelle ou comment il s'appelle, je ne sais rien. Georges III. Georges III. Jean-Louis Victor, tu as eu la chance de faire une enquête, de faire des recherches, parmi les nombreux cas sur lesquels tu t'es penché, sur un sujet vraiment extraordinaire. Doublement extraordinaire parce que cet homme dont nous allons parler était un modeste mineur de fond. Il s'agit de Augustin Le Sage. Alors ça, c'est fabuleux. Oui. L'histoire d'Augustin Le Sage fait partie des grandes preuves appuyant l'idée de réincarnation. Le Sage est né en 1876 et mort en 1954. C'est donc très récent. Et ma grand-mère maternelle, qui était Jeanne de Laval, a étudié ce cas. Toute une équipe, dont le docteur Rosti, le professeur Charles Richet, qui était prix Nobel de médecine, a étudié ce cas. Un cas extrêmement curieux. Il est donc né en 1876 dans le nord de la France, région du Pas-de-Calais. Jusqu'à l'âge de 35 ans, rien n'est venu troubler sa vie. Une vie extrêmement simple, modeste, difficile. Il faut se représenter en 2 mots ce qu'était cette existence des mineurs de fond de l'époque. Les chevaux tiraient les wagonnets au fond de la mine. La noirceur était partout. Le matin, il se levait de bonne heure, il faisait nuit. Il travaillait au fond de la mine, il faisait nuit. Il rentrait le soir, il faisait nuit. Donc un univers, si l'on veut dire, extrêmement sombre. Jusqu'à l'âge de 35 ans, rien de spécial dans cette existence. Puis un jour, il travaillait au fond de la mine de charbon. Il entend une sorte de voix lui disant « Un jour, tu seras peintre ». En termes de métier, on appelle cela de la clairaudience. Mais il ne comprenait pas ce terme, il ne savait pas ce qui se passait. Un jour, tu seras peintre. Et cette voix va se répéter tous les jours, chaque fois qu'il descendait au fond de la mine, à tel point qu'après s'être retourné 2-3 fois, croyant que c'était un ami qui lui parlait alors qu'il n'y avait personne, il se dit, il se passe à moi quelque chose d'étrange, de curieux, d'étonnant en tout cas, et je vais en parler à un de mes amis qui s'intéresse un peu à ces questions. Et cet ami spécialiste de ce qu'on appelait à l'époque le spiritisme expérimental lui dit, écoute, en toi, il y a un état qu'on appelle l'état médiumnique, et ce message, un jour tu seras peintre, peut éventuellement avoir une réalité concrète. Le Sage, qui était un homme très honnête, très simple aussi, dit, puisque je dois être peintre, pourquoi ne pas essayer? Et il va chez le marchand acheter quelques pinceaux, de peinture, et il commande une toile. Dans la commande, le marchand se trompe, et au lieu de lui livrer une toile toute petite, de la grandeur d'une feuille de papier canson, 21 mètres 7, pour essayer en tout cas, on lui livre une toile qui faisait 3 mètres sur 3, c'est-à-dire 9 mètres carrés. Quand il voit cette toile livrée, il la déroule, il la fixe par conscience sur le mur de sa cuisine, et il s'étonne en disant, est-ce que je vais badigeonner ou est-ce que je vais peindre? Et c'est à ce moment-là que son ami qui s'intéressait au spiritisme était là, commence à déboucher les couleurs et lui dit, attendons. Et le Sage lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas dessiner un pot de fleurs, on a une surface de 9 mètres carrés, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il se recueille, il prie et demande à cette voix d'intervenir si elle existe. Et curieusement, son bras droit se met à avoir ce qu'on appelle une transe médiumnique, sa main se raidit quelque peu, des fourmillements. Dans un geste automatique, le Sage attrape des pinceaux, un pinceau, des tubes de couleur étaient ouverts et commence à faire des petits points sur cette toile immense. Puis il s'arrête. Le lendemain, il reprend. Et au retour de son travail, il peignait à peu près 1 heure tous les jours, jusqu'au jour où la toile fut complètement recouverte. Et phénomène très étrange, il s'agissait de fresques de civilisations disparues. Il a fallu d'ailleurs des égyptologues érudits pour traduire le contenu et le message des toiles de Le Sage.
Mais il y a eu des toiles énigmatiques dont certaines ont livré des secrets. Une d'entre elles s'appelle la moisson égyptienne. Une dame vient le voir, qui ne connaissait pas, et lui dit « Écoutez, monsieur le sage, j'aime le travail que vous faites, il m'intéresse, et j'aimerais acquérir cette toile. » Le sage ne vendait pas les toiles, il les donnait. Et il dit « Écoutez, je vous offre cette toile, je vous la donne. » Cette dame, consciente de l'œuvre et de sa valeur, lui dit « Écoutez, je ne peux pas accepter cela, en compensation, je vous offre un voyage en Égypte. » Le sage s'en va en Égypte, visite tout ce que l'on peut voir dans ce merveilleux pays, la vallée des rois, la vallée des reines, les tombeaux, les pharaons, les fresques égyptiennes.